Bonjour à tous. Donc ce cours d'optique porte sur la polarisation. Donc jusqu'à présent dans le cours on avait essentiellement considéré une onde électromagnétique. Donc le plan est le plan suivant. Donc on va introduire ce que c'est que la polarisation, puis on va voir en fait différents types de polarisation, comment on peut contrôler cette polarisation, comment on peut faire des polariseurs, comment on peut modifier la polarisation. On va voir également à travers du formalisme de Jones comment on peut décrire les propriétés de polarisation. Enfin, on verra quelques exemples de polarisation induite par des effets comme des effets magnétiques, des effets électriques, des effets élastiques ou acoustiques. Et enfin, on verra des exemples de systèmes de polarisation en biologie. Et pour finir, on parlera du lien entre la polarisation et les photons. Donc tout ce qui précède est en fait une vision tout à fait classique de l'électromagnétisme. Et juste pour la fin, on verra l'aspect photonique, quelques aspects photoniques de la polarisation. Alors la polarisation, c'est une propriété des ondes vectorielles, qui caractérisent l'orientation du champ. Donc si le champ a une certaine direction privilégiée, on dit que la lumière est polarisée, et sinon, si cette direction est aléatoire, elle n'est pas polarisée. Donc ça s'applique à tout type d'ondes vectorielles, ça peut être donc des ondes gravitationnelles ou des ondes sismiques par exemple. Et donc nous on va voir en particulier dans le cas des ondes électromagnétiques, et pour ce faire, évidemment on va revenir à la description qui est donnée par les équations de Maxwell. On prendra les équations de Maxwell macroscopiques avec un milieu qui est pour l'instant homogène et isotrope, et on va regarder comment se propage une onde plane monochromatique à l'intérieur de ce milieu. Donc son vecteur d'onde va être k, et sa fréquence angulaire va être oméga. Donc lorsque j'écris les équations de Maxwell avec les équations constitutives, on obtient ces équations-là que vous connaissez bien. Donc D est lié à E, ils sont proportionnels, et dans la coefficient de proportionnalité est donné par la permittivité relative, qui, je vous rappelle, est égale à N2 pour un milieu transparent. De même, B et H sont proportionnels et ils sont reliés par la perméabilité magnétique relative pour le cas de milieu magnétique. Donc dans la suite, essentiellement, on prendra des milieux non magnétiques et MUR sera considéré comme égal à 1. Ensuite, on peut écrire donc, les équations de Maxwell, et on a ces relations-là entre les différents vecteurs. Donc là, on voit tout de suite que une onde électromagnétique est une onde transverse, puisque k scalaire D et k scalaire H sont égaux à 0, donc ça veut dire que D et H, et donc E et B, sont dans le plan transverse à la direction de propagation K. D'autre part, ces deux premières relations montrent que en fait, lorsque E et H sont orthogonaux également, et donc D et B également. Et ça veut dire que en fait, la direction de la polarisation peut être donnée uniquement par la définition de E, par exemple. Puisque quand on connaît E, finalement, on connaît D, on connaît H, on connaît B. Et donc dans toute la suite, finalement, on ne parlera plus jamais en fait de H et de B. On se concentrera essentiellement sur E, qui peut définir complètement la polarisation de l'onde. D'autre part, on peut aussi regarder où va le flux d'énergie, c'est-à-dire la direction du rayon lumineux, est donnée par le vecteur de Poynting, donc pi qui est égal à E vectoriel h.
Et vous voyez que vectoriel H, dans ce cas-là, eh bien, il est parallèle à quart au vecteur d'onde, et c'est la même direction. Donc là, on confirme bien que non seulement c'est transverse pour le vecteur d'onde par rapport à la direction du vecteur d'onde, mais également par rapport à la direction de l'énergie de l'onde lumineuse. Donc ensuite, on va regarder que pour la polarisation, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque la polarisation, l'orientation de ce vecteur E est complètement aléatoire, on a une lumière qui est dite non polarisée. Alors en fait, c'est la majorité des cas en fait, que l'on rencontre dans la nature, que ce soit les lampes, le soleil ou des surfaces qui vont diffuser. En général, elles ne sont pas polarisées. Et par contre, donc, lorsqu'on a une orientation privilégiée, alors soit partiellement, soit totalement, à ce moment-là, on va dire que la lumière, elle est polarisée. Alors dans la suite, alors on va voir évidemment quelques cas dans la nature où on peut observer une polarisation hein, qui existe, mais donc c'est quand même des cas qui sont assez minoritaires dans les faits. On s'intéressera dans toute la suite en fait à un cas un peu extrémal qui est une lumière complètement polarisée et totalement polarisée parce que le cas de la lumière partiellement polarisée est plus compliqué et sort du cadre de ce cours. Alors pour commencer, on peut regarder comment la lumière est émise. Et souvent, elle est émise par une émission dipolaire, c'est-à-dire que donc, dans une molécule, par exemple, des électrons se mettent à osciller autour d'une valeur d'équilibre. Alors ici, on a pris un dipôle vertical, donc il oscille verticalement. En accélérant, il émet un rayonnement. Et ce rayonnement, on peut le décrire par un diagramme de rayonnement qui vous donne, en fait, qui est donc ici caractéristique en forme de donut dans le plan orthogonal à la direction de l'oscillation de l'électron, donc du dipôle. Et vous voyez que ce diagramme de rayonnement fonctionne de la manière suivante. La norme du vecteur que vous avez ici vous donne en fait l'intensité du flux qui part dans cette direction-là. Et ici ont été représentées également les flèches qui représentent la polarisation. Et donc ce que vous voyez, c'est que point dipôle, par exemple, orienté verticalement, dans ce cas-là, le champ émis dans toutes les directions, en fait, est polarisé. Et c'est une polarisation qui est donc E appartient toujours à ce plan qui comprend la direction de propagation et la direction du dipôle. Euh, et, euh, et donc la lumière émise par ce dipôle est essentiellement polarisée. Donc ça c'est un peu surprenant puisque juste avant je vous ai dit que essentiellement la lumière qu'on rencontrait dans la nature était pas polarisée. Or ici il semblerait que on dise le contraire, c'est-à-dire que l'élément que l'on rencontre souvent comme source de lumière est un élément qui peut avoir une polarisation intrinsèque. Et alors en fait, ça vient essentiellement du fait que les sources sont composées de sont souvent composées de plusieurs dipôles qui ont des orientations aléatoires ou disons pas forcément toutes dans la même direction. Et qui font que une source étendue est souvent non polarisée. Alors ce dipôle, il y a deux types de dipôles, enfin deux types, disons, de sources qu'on va rencontrer. C'est des sources qui sont avec des dipôles qui sont induits, donc on va dire dû à la polarisabilité d'une molécule et qui donc sont induits par un champ excitateur. C'est par exemple le cas le cas de la diffusion Rayleigh, qui est une diffusion élastique. Donc lorsque une onde électromagnétique arrive dessus avec une direction donnée, les électrons se mettent à bouger dans cette direction et à induire un dipôle dans cette direction qui va lui-même rayonner. L'autre grand type d'émission dipolaire, c'est une émission plutôt inélastique qui est issue d'une absorption. Donc la lumière est absorbée par une molécule par exemple, et ensuite, ou par tout autre procédé qui lui permet de gagner de l'énergie. Et ensuite, cet électron, donc dans cet état électronique excité, va avoir une direction qui est donnée par l'orientation de la molécule ou du cristal, et donc de cette transition, et va rayonner dans une direction,
suivant un diagramme de rayonnement de ce type-là. Voilà, donc c'est les deux grands cas qu'on va rencontrer, et on va voir que en fait, juste pour commencer par des exemples, que dans les deux cas, que ce soit une diffusion qui soit élastique et qui soit induite par une polarisation d'une molécule de type relais par exemple, on peut obtenir une polarisation globale de la source, ou dans le cas de polarisation inélastique également, on va avoir une polarisation qui est induite globale d'une source. Donc on va voir le premier cas, il est bien connu, c'est une polarisation, la polarisation du ciel, qui est donc une polarisation induite par un effet de projection. Donc dans ce cas-là, on a une diffusion Rayleigh. Donc le Soleil ici va éclairer les molécules de l'atmosphère. Le Soleil lui-même n'est pas polarisé, donc le champ électrique orthogonal à la direction de propagation peut avoir n'importe quelle direction. Excite cette molécule dans la même direction que ce champ électrique, donc de manière non polarisée. Et on voit bien que si on observe ici en ligne droite, le champ électromagnétique, en fait, il va pas être polarisé. Mais par contre, on voit aussi que si on se met orthogonalement à cette direction, en fait, tous les dipôles ici, dans ce plan orthogonal, se projettent comme une sorte de dipôle dans le plan orthogonal dans cette direction-là. Et comme on l'a vu précédemment, un dipôle qui est orienté dans cette direction émet une onde qui est polarisée dans le plan qui comprend le dipôle et qui comprend la direction de propagation. Donc dans ce cas-là, sous incidence normale, on va avoir une lumière qui est totalement polarisée due à ce phénomène. Alors dans l'atmosphère, c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir, c'est pas forcément les molécules, mais c'est peut être les inhomogénéités de l'atmosphère qui vont se comporter comme des sources de lumière qui diffusent la lumière. Et donc ça, vous le verrez en troisième année dans le cours d'Arturo Ugucci et de Rémi Carminetti. Mais donc, essentiellement, pour ce qui nous regarde, on voit ici qu'une excitation donc, par une lumière non polarisée et projetée induit une lumière polarisée. Et donc, si on regarde ça par rapport à la géométrie du ciel, donc l'observateur étant au centre ici, le Soleil étant à une certaine position dans le ciel, on voit que lorsque l'on regarde vers le Soleil, la polarisation essentiellement, donc ici elle est représentée, les flèches sont proportionnelles à la polarisation observée et à la direction de la polarisation observée. Donc le Soleil n'est pas polarisé, et plus je m'éloigne jusqu'à 90 degrés, plus cette polarisation va croître. Alors en fait, elle va croître jusqu'à à peu près 80% avant de rediminuer vers la direction opposée au Soleil qu'on appelle l'anti-Soleil. Alors en fait, ça c'est vraiment un modèle simple de ce qui se passe dans l'atmosphère et dans la diffusion de l'atmosphère. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a de la diffusion qui n'est pas de la diffusion Rayleigh, il y a la diffusion de Mi par des particules un peu plus grandes. Il y a d'autre part de la multidiffusion qui entraîne en fait des petits changements de polarisation, et en fait on a des points, on a une légère variation de ce type de polarisation quand on regarde dans les détails. D'autre part, la diffusion Rayleigh, comme vous l'avez vu en première année, elle est proportionnelle à la fréquence puissance 4, et donc lorsqu'elle est éclairée par une lumière blanche, la lumière du Soleil, essentiellement ce qui va être diffusé, c'est de la diffusion qui va être dans le bleu, domaine bleu, c'est pour ça que le ciel est bleu. Voilà, donc cette diffusion, pour terminer, elle est utilisée par certains animaux pour se déplacer, et elle a été utilisée aussi dans l'ancien temps, on pense par les Vikings, pour se déplacer, s'orienter lors de leur déplacement en bateau. Et donc, pour les insectes, beaucoup d'insectes comme les criquets ou les abeilles, etc., s'orientent grâce à cette polarisation. Alors l'intérêt est le suivant, c'est que si le soleil est masqué, ils peuvent quand même
donner à avoir une orientation, pouvoir continuer dans une direction privilégiée. Alors ça a été le cas atypique, c'est les abeilles qui a été étudié par Karl von Frisch et qui est le prix Nobel en 1973. Donc elles ont un système de communication, donc de la direction dans laquelle il faut les butiner, qui est assez subtil et basé sur cette polarisation. Et on voit ici par exemple que donc une abeille qui doit indiquer à ses congénères où est la fleur à butiner, il faut qu'elle va lui indiquer en coordonnées polaires, c'est-à-dire en faisant un angle par rapport au soleil, et également une distance qu'elle va traduire en battement d'ailes. Et donc vous voyez, euh, lorsqu'on regarde dans une ruche, on voit des abeilles qui forment cette sorte de danse en 8 avec une oscillation au centre qui indique donc la direction en polaire de la fleur à les butiner et les vibrations de ses ailes, donc l'angle et la distance. Voilà. Donc ça c'est donc le ciel quand on regarde avec un polariseur, on voit très bien cette polarisation et, euh, et donc c'est assez facile. Deuxième type de polarisation induite par un dipôle, c'est le cas donc là c'était de la diffusion Rayleigh. Maintenant si jamais on excite une molécule qui a qui fait de la fluorescence, à ce moment-là, l'excitation qu'on envoie, par exemple, dans une cuve, dans une direction donnée, donc d'une lumière polarisée, elle va être absorbée par les molécules de la cuve si ces molécules sont dans la même direction que la polarisation entrante. Donc il y a absorption de cette privilégiée lorsque la molécule, le dipôle d'absorption de la transition est dans la même direction. Et pas d'absorption lorsque le dipôle est orthogonal, puisque les polarisations sont croisées. Donc essentiellement, ce sont les dipôles qui sont dans cette direction-là qui vont être absorbés, qui vont absorber le champ, le champ électromagnétique entrant. Et ensuite, ces molécules donc, qui absorbent ce champ vont réémettre de la fluorescence suivant un autre dipôle, qui peut être dans la même direction, dans une direction différente. Et ce dipôle, avant d'être émis, la fluorescence, il y a un certain temps qui se passe, donc la molécule peut tourner ou rester dans la même direction et finir à un moment donné qu'on appelle trois caractéristiques qui est la durée de vie de fluorescence vont finir par émettre, selon la direction de ce dipôle d'émission. Lorsqu'on collecte donc l'intensité lumineuse dans une direction transverse avec un polariseur donc parallèle à l'excitation ou orthogonal à l'excitation, on peut, suivant ce qui s'est passé dans la cuve, observer des intensités suivant les deux polarisations, des intensités différentes. Ça rejoint le prix Nobel, donc c'est une expérience qui a été faite par Perrin, qui lui a valu le prix Nobel en 1926, sur donc, ce qu'on appelle donc, l'anisotropie de fluorescence, c'est-à-dire la différence d'intensité lumineuse qui passe dans les deux polariseurs. Donc on peut définir quelque chose qu'on appelle donc l'anisotropie de fluorescence, qui est définie de cette manière-là. Et vous voyez qu'il y a la différence entre les deux polarisations qu'on a dans les deux directions, divisée en fait par deux fois la polarisation orthogonale, plus la polarisation parallèle. Donc, vous voyez que si la polarisation en sortie est isotrope, on observe la même intensité dans les deux canaux et R égale à 0. Par contre, si il reste une direction privilégiée dans la cuve, à ce moment-là, on va avoir une valeur qui va être d'ailleurs positive, puisque cette direction va être parallèle, va être privilégiée. Donc à partir de cette mesure toute simple, on peut obtenir en fait des informations sur justement la dynamique moléculaire qui se produit à l'intérieur de la cuve. Et donc ça c'est donné par l'équation de Perrin. Donc vous voyez cette équation, elle dépend de deux paramètres. Donc elle vous donne l'anisotropie de fluorescence, ce paramètre,
en fonction de deux choses. D'une part, ce temps de vie de fluorescence, c'est-à-dire le temps caractéristique avant l'émission d'un photon de fluorescence, entre l'absorption et l'émission. Et d'autre part, un temps caractéristique de rotation de la molécule. Et vous voyez, ça donne cette équation assez simple qui varie en fonction de ces deux paramètres. Alors le premier, ben, c'est une caractéristique de la molécule et de son environnement, donc qui est donnée a priori et qui va dépendre de la molécule observée. Et le deuxième paramètre sur la rotation, il dépend, alors il est donné par l'équation de Stokes-Einstein de Bay, et il peut s'écrire de cette manière-là. Donc ici, on reconnaît en fait donc cette rotation, elle dépend donc de la viscosité du milieu, du volume de la molécule qui tourne, et évidemment de l'énergie thermique qu'il y a dans la cuve. Donc ça veut dire que, évidemment, plus la température est élevée, plus ce temps va diminuer, donc ce temps caractéristique de rotation. Plus la viscosité augmente et plus il va augmenter, évidemment, et plus le volume de la particule va augmenter, plus ce temps augmente. Donc à partir de cette mesure toute simple de l'anisotropie, on va pouvoir remonter à des caractéristiques. Alors bon, la température, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. La viscosité, c'est également quelque chose qu'on peut contrôler, mais on va pouvoir remonter au volume de la molécule. Et donc ça va être, qui dit volume dit masse aussi, puisque la masse volumique est reliée au volume. Et donc, on va pouvoir mesurer deux choses. On va pouvoir mesurer deux choses qui ne sont pas faciles à mesurer, c'est-à-dire le temps de vie de fluorescence, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la nanoseconde. D'accord. Et d'autre part, le volume, donc en fait, les caractéristiques de la molécule qui est en train de fluorescer. Et ça permet de suivre des interactions moléculaires dès qu'il y a une accroche d'une molécule avec une autre, ou de la biochimie, des réactions en biochimie, par exemple avec des brins d'ADN qui s'apparient, on va avoir des changements de rotation, donc des changements d'anisotropie de fluorescence, et donc pouvoir caractériser ces réactions. Et donc Perrin a essentiellement eu le prix Nobel tout d'abord pour faire une mesure finalement grâce à cette technique de la masse des molécules présentes dans la solution. C'était le premier à mesurer des protéines, la masse de protéines dans les solutions. Donc vous voyez ici concrètement ce que vous pouvez acheter pour faire des suivis de réactions. C'est donc un appareil d'anisotropie de fluorescence. Alors, vous voyez, vous reconnaissez le principe que je vous ai mentionné avant. Donc vous avez généralement un laser qui rentre avec une polarisation qui est contrôlée. On peut exciter dans plusieurs couleurs, ça dépend donc des fluorophores qu'on va observer. On collecte cette lumière. On a essentiellement un polariseur ici qu'on peut faire tourner pour observer les deux types de polarisation. Et ensuite un monochromateur avant un détecteur pour regarder ce qui se passe dans plusieurs longueurs d'onde. Et il y a une variante donc de cette mesure d'anisotropie de fluorescence qui est donc très utilisée pour le suivi, la caractérisation de molécules, qui est une version en microscopie où vous pouvez voir donc dans un microscope avec des polariseurs qui détectent la polarisation. Donc on est avec un type de polarisation et on mesure en sortie les deux polarisations parallèles et orthogonales, et on peut suivre en fait, regarder les différences donc sur des cellules. Et ici vous voyez un exemple du VIH, donc une cellule qui est transfectée ici à droite, et vous voyez que l'anisotropie elle tend vers 0, alors que pour une cellule qui est de contrôle, cette anisotropie elle est plutôt de 0,3. Donc vous pouvez regarder de comportement cellulaire grâce à la microscopie de fluorescence. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer donc un aspect assez simple des informations que l'on peut avoir à partir simplement du suivi de la polarisation dans des molécules
dans des molécules fluorescentes, on peut avoir un suivi sur la dynamique, sur les caractéristiques propres de la molécule, donc le temps de vie de fluorescence, et avoir des informations sur les interactions moléculaires. Alors, maintenant, nous allons passer à un formalisme qui va permettre de décrire simplement la polarisation complète. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on s'intéresse dans la suite de ce cours qu'à une polarisation parfaite. Et celle-ci est particulièrement bien décrite par un formalisme qu'on dit qui est dû à Jones en 1941. Et dont je vais vous décrire les éléments. Alors, lorsqu'on prend une onde monochromatique, donc de fréquence angulaire, donc oméga, dans un milieu isotrope homogène, etc., d'indice de réfraction n, donc on peut définir évidemment le nombre d'ondes qui se définit de la manière suivante. Alors, quand je note un petit zéro, c'est en fait dans le vide, c'est la valeur dans le vide. Donc ici, vous avez la longueur d'onde dans le vide, ici à lambda 0. Et donc, si je caractérise cette onde qui se propage dans la direction de Z, par exemple, donc le E curviligne, c'est le champ électrique réel, et E, donc c'est le vecteur électrique réel, et E majuscule non curviligne, c'est le champ électrique complexe. Et donc, comme vous le savez, on peut décrire cela de la manière suivante. Donc, E0, qui est en fait donc un vecteur qui est l'enveloppe du champ, et exponentielle I oméga t moins kz pour la propagation. Donc, ce champ, on l'a vu précédemment, et il est dans le plan orthogonal à Z, c'est-à-dire il est dans le plan XY. Donc, qui se compose de deux composantes. Si UX est le vecteur unitaire sur un X et UY sur un Y, on a deux composantes complexes. Donc, l'amplitude ici, qui est réelle et une phase, et de la même manière pour la projection sur un Y. À noter que l'intensité, qui est donnée par le vecteur de Poynting, est évidemment lié à la norme au carré du vecteur, et évidemment à l'impédance dans le milieu. Alors vous voyez que la norme au carré, évidemment, elle ne dépend pas de la direction de l'orientation du vecteur, et donc est indépendante de la polarisation. Ça veut dire que quelle que soit en fait l'intensité lumineuse, la polarisation, elle n'a rien à voir avec l'intensité lumineuse. Et donc, effectivement, ce que l'on fait souvent, c'est que on va renormaliser pour se mettre dans une amplitude, une norme de E qui est unitaire. Et donc le formalisme de Jones est le suivant. Il suffit de caractériser donc ce E0 et on peut le renormaliser. Donc, en fait, on va projeter dans une base ce E0. Donc ici, par exemple, dans une base orthogonale XY. Et vous voyez les deux projections. Donc, de manière complètement générale. Donc, on a d'une part, si je normalise la norme de ce vecteur de Jones à 1, vous voyez que j'ai un cosinus carré plus un sinus carré dans les deux projections, donc ça fait 1. Et d'autre part, j'ai une phase relative entre les deux que je peux mettre par exemple en Y, et ça fera E I phi à multiplier sur la projection en Y. Et donc vous voyez ici détaillé les deux projections renormalisées. Alors, on va voir que des fois, si on normalise souvent, c'est pas complètement obligatoire. En fait, finalement, la normalisation n'a pas trop d'importance. C'est essentiellement la phase relative et l'amplitude relative qui sont importants pour évidemment caractériser la polarisation. Donc, on va commencer par donc qu'est-ce que cela décrit? Alors, cela décrit
plusieurs types de cas suivant la phase, et il y a deux cas importants. Donc le cas général, ça va être une polarisation qui va être elliptique avec une phase qui est comprise entre 0 et 2π, et qui va vous donner en fait une ellipse. Et il y a deux cas particuliers qui sont importants, c'est la polarisation rectiligne, lorsque ce pi vaut donc nπ, n étant un entier cette fois-ci et non pas l'indice. À ce moment-là, le champ électrique, il oscille dans une direction donnée au cours du temps. Et cette oscillation, donc il appartient à ce plan-là, il est caractérisé par l'angle que fait ce vecteur avec l'axe des x. Et donc vous voyez que pour le cas général, on a un vecteur de Jones qu'on appelait donc Vθ, qui est égal à cosinus θ, sinus θ, qui caractérise la projection de l'enveloppe de E dans ce plan-là. Et il y a deux cas pour θ égale 0 et θ égale 1 qui vont correspondre à l'axe des x et à l'axe des y. Donc vous voyez qu'en fait finalement je vais pouvoir écrire n'importe quelle polarisation rectiligne sous la forme d'une somme pondérée entre des polarisations suivant x et y qui sont des polarisations orthogonales. Le deuxième cas particulier, c'est polarisation circulaire. Alors polarisation circulaire, il faut que la phase elle fasse pi sur 2. Alors si la phase fait pi sur 2 modulo pi, on obtient deux types de polarisation. Donc les deux champs sont maintenant en quadrature, et lorsqu'on regarde au cours du temps, le champ E va tourner dans un sens ou dans l'autre, suivant le signe de cette phase. Alors ça, c'est une convention. Lorsque l'on regarde l'onde arriver vers nous et que ça tourne dans les sens contraires des aiguilles d'une montre, on a ce qu'on appelle une polarisation gauche, et l'autre est une polarisation droite, ici. Voilà, donc ça c'est une convention. Il faut faire attention parce que ici vous voyez que vous avez 1 et moins i, mais ça dépend aussi de la manière dont on a décrit le champ initialement et les conventions qu'on a utilisées pour décrire ce champ. Donc là il faut faire assez attention si on veut vraiment aller dans un calcul précis. Donc vous pouvez rencontrer par exemple que la polarisation gauche c'est 1i, alors avec une normalisation devant, mais ça veut dire que la convention sur le champ initial est différente, et donc la phase qu'on a choisie initialement, elle était d'un signe négatif. Donc ce que je vous disais, c'est que le cas avec un déphasage quelconque, c'est un cas général, c'est une polarisation elliptique. Donc dans tous ces cas, vous voyez que la direction du champ E est complètement connue. Il n'y a pas du tout d'aléatoire, donc le champ est complètement polarisé. Alors, on peut décrire finalement les vecteurs de polarisation en choisissant a priori deux vecteurs orthogonaux. Donc vous voyez ici, si je prends x et y, donc y étoile, j'obtiens 0, donc ils sont orthogonaux, ou bien gauche et droite, j'obtiens aussi également 0. Donc je fais le produit scalaire. Et donc, je peux maintenant, dans cette base, décrire absolument, passer d'une base à l'autre. Et par exemple, ici, je vous ai écrit que la polarisation circulaire droite, je pouvais l'écrire comme la somme de deux polarisations pondérées d'une polarisation rectiligne suivant x et rectiligne suivant y, avec un facteur i entre les deux. Et de la même manière, la polarisation circulaire gauche, je peux l'écrire également comme la somme d'une polarisation rectiligne suivant x et y. Et donc je peux passer de systèmes de polarisation circulaire à des polarisations rectilignes uniquement par un jeu de changement. Alors, donc si on continue maintenant qu'on a nos vecteurs, en fait, le formalisme de Jones permet également de caractériser donc les changements de polarisation induits par les composants de l'optique linéaire. Donc à ce moment-là, pour passer d'une polarisation en entrée caractérisée par un vecteur Jones à une polarisation en sortie, le
le composant optique linéaire va être décrit par une matrice de transfert A, qu'on appellera matrice de Jones. Alors, je vous donne juste un exemple assez simple, c'est un polariseur rectiligne. Donc, un polariseur rectiligne, euh, euh, il fait donc, il va polariser une lumière entrante, il va sortir une polarisation rectiligne en sortie. Donc la matrice, évidemment, elle n'est pas unitaire. On a absorbé ou éliminé une partie du champ entrant. Et donc ici, par exemple, je vous prends un cas tout simple, c'est la polarisation, un polariseur. Donc suivant X, eh bien, il est caractérisé par cette matrice là. Et vous voyez que si donc cette matrice de Jones, je lui fais rentrer un vecteur qui est polarisé dans une orientation θ, eh bien en sortie, je n'aurai plus qu'une polarisation suivant x, donc multiplié par un cosinus θ. Donc vous voyez qu'en fait là, ici, le vecteur de sortie, il n'est pas unitaire, mais ce facteur-là, il nous renseigne quand même, donc en toute rigueur, il faudrait l'enlever, mais par contre, si on le laisse, il nous renseigne sur la baisse de champ, la baisse d'intensité qu'il y a eu. Et donc, lorsque je prends la norme de x et que je regarde la compare donc la norme pardon, du vecteur d'entrée et que je la compare à la norme du vecteur de sortie, je vois en fait qu'elle a été multipliée par un cosinus θ carré. Et là, je reconnais en fait la loi de malus. Je sais que j'ai perdu en fait il y a une projection et j'ai perdu une partie de l'intensité lumineuse lors du passage par le polariseur. Et donc vous voyez d'autre part que le polariseur effectivement n'a pas n'est pas unitaire. Cette matrice n'est pas unitaire. Voilà, donc après, si vous vouliez passer de ce polariseur à un polariseur qui fait un certain angle par rapport à x, ben c'est tout simple, hein. Vous pouvez faire tourner la matrice, donc vous avez une matrice d'un système linéaire, vous la transformez en la tournant dans une matrice A', donc de A vous passez à A', et vous savez que vous multipliez de part et d'autre par alpha et moins alpha l'angle de rotation, et vous obtiendriez ici, donc dans le cas particulier du polariseur, donc vous avez un polariseur suivant X que vous allez tourner suivant une direction alpha, et bien vous obtiendrez la matrice pour un polariseur d'orientation alpha. Je vous laisse faire le calcul si vous voulez à titre d'exercice.